Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Capitole. Capitole qui est très heureux d'accueillir ce soir entre guillemets, un enfant du pays. Il me pardonnera l'expression, mais elle est diablement justifiée, auquel, vous le savez, nous consacrons une rétrospective, ou plutôt un hommage, parce qu'il serait difficile de célébrer toute sa carrière et tous les films qu'il a faits, mais au moins nous présentons à la Cinémathèque suisse actuellement une sélection faite avec lui de tous les films qu'il a interprétés comme comédien, mais aussi de ses œuvres en tant que réalisateur, dont vous allez découvrir ici même, en avant-première, son troisième long-métrage, Alone in Berlin, qui a été présenté en sélection officielle au Festival de Berlin. Ce film sortira la semaine prochaine, mercredi, à Lausanne, dans cette salle-ci d'ailleurs. Il va rester à l'affiche de cette salle, ce qui est presque pour nous un grand plaisir, parce que ça signifie que Vincent Pérez habite la Cinémathèque suisse ici à Lausanne pendant plusieurs journées, voire semaines. Il a tourné avec d'innombrables réalisateurs. Il tourne actuellement avec Roman Polanski, mais il a tourné avec Ettore Scola, avec Michelangelo Antonioni. Vous savez mon affection pour le cinéma italien, mais aussi bien sûr Patrice Chéreau, avec lequel il a tourné plusieurs films. Il a travaillé au théâtre avec Chéreau, bien entendu, mais aussi Jean-Paul Rapneau, Régis Varnier, Jean-Marc Kravzik, enfin j'en oublie, il y en a énormément, on en présente beaucoup. Vous avez peut-être envie d'aller le revoir, bondissant souvent dans certains de ses films. Mais là, vous allez le voir avec un autre chapeau, celui de réalisateur qui adapte un ouvrage qu'il avait découvert, mais je vais laisser le soin à Vincent Pérez de raconter cette histoire. Vincent Pérez, bienvenue! Il est là. Alors le numéro comique, on n'avait pas encore fait. Bon. Merci pour le numéro comique. Bienvenue. On recommence. Bienvenue Vincent Pérez. C'est bien de toujours arriver par là, on ne t'attend pas. Voilà. On aura l'occasion. C'est une règle dans le métier. Écoutez, alors là je suis heureux. Tellement heureux, tellement, vous pouvez pas savoir le bonheur, le plaisir que vous me faites d'être là ce soir, ça me touche profondément et je vous en remercie. Dans ce lieu mythique, parce que c'est une salle absolument extraordinaire, on peut dire que c'est la grand-mère ou ce cinéma, c'est un cinéma, il a une longue histoire. Absolument, moi c'est un peu la grand-mère des salles de cinéma. Des salles de cinéma, exactement. Donc salle construite en 1929. Restaurée dans les années 70. Restaurée en 59. En 59. Non mais franchement, d'habitude, ce genre de lieu s'est transformé en boutique de fringues. Cette salle a une âme, parce que vous savez que derrière, il y a des loges. Les loges où... Parce qu'avant les projections de films, il y avait les acteurs, il y avait des spectacles, hein, c'est ça? Absolument, des variétés. Des variétés qui venaient, il y a encore les loges, tout est intact. Tout ce qui est autour, dessous, dessus, partout, tout ça, c'est intact. Et c'est extraordinaire, c'est un lieu mythique. D'ailleurs, qui va être restauré bientôt. Qui, si tout va bien, devrait bientôt, prochainement, être intégralement restauré, mais dans son jus, comme on dit. Le projet est en cours et j'espère pouvoir vous donner de belles nouvelles assez soudainement, prochainement, enfin, le plus vite possible. Mais en tout cas, ça avance et on en est très heureux. Et on remercie la ville, d'ailleurs, qui, je le rappelle, est propriétaire de ce bâtiment et qui avance sur ce projet. Et je vous promets une chose, c'est que ce bâtiment, on va lui faire vivre des choses importantes très bientôt. Mais c'est un secret, je ne peux pas en parler. Non. Non mais je te rappelle que tu es là pour présenter un film. Oui, mais on a un peu le temps, non? Et entre nous, oui, c'est la famille dans la salle. Oui, voilà, c'est vrai qu'il y a toute une partie de ma vie qui est là et ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, j'étais à Pantard, donc je salue Pantard. Ouais. À la Cinémathèque, je suis allé visiter les archives de la Cinémathèque à Lausanne et j'étais très impressionné par cet endroit extraordinaire, pratiquement 14 000 mètres carrés pour préserver les films du patrimoine.
et de voir en fait toutes ces bobines incroyables. C'était vraiment un moment incroyable. Juste à côté du terrain de foot dans lequel je jouais au club de Panta. Non mais c'est quand même incroyable. Comme quoi il y a en effet un lien, un vrai retour au pays. Il y a comme un lien. Je suis allé dans la maison de mon enfance aujourd'hui. J'y étais pas revenu depuis 40 ans. Incroyable, c'est incroyable. Le couple qui vit dans cette maison s'occupe de la cinémathèque, des archives. C'est toi qui t'occupes de la cinémathèque. Oui, c'est le département. Ils sont responsables de 2 départements importants, l'appartement infrastructure et logistique et le département non-film. C'est en effet un couple qui a racheté. Jean-François et Nadia, que j'ai rencontrés aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ils habitent. Avec moi, je disais à mon frère Charles qui est là, et je salue ma famille, toute ma famille. Il y a ma maman qui est là, mais ça, je vais en parler tout à l'heure. Tiens-toi prête, maman. Non, c'était vraiment un grand moment, une grande journée, beaucoup d'émotions. Et puis je sens que l'émotion, elle est là. Et j'espère que le film va vous emporter d'une manière ou d'une autre. Je voulais juste, avant qu'on commence vraiment... Oui, parce que je crois qu'il y a une petite surprise pour voilà, toi. Voilà, il y a une petite surprise. Il y a ma Tess à moi, ma fille de 13 ans, qui voulait vous dire... Je ne sais pas, c'est une surprise, donc je ne sais pas du tout. Je crois qu'elle voulait te dire quelque chose. Ma merveille, viens ma merveille. Viens seulement. 13 ans. Laisse. La sublime merveille. Bon, je voulais dire que j'adore mon papa et que je suis très fière. Et il est parti à Berlin pour un long moment, pour faire son film. Et il nous a beaucoup manqué. Et je suis très fière de lui. Et j'ai pu le voir travailler. Et il a été très obsédé avec son film. Je t'aime, papa. Et tu m'as toujours aidé avec ma musique et tout. Et donc, cette chanson, c'est pour toi. Waouh! J'ai très peur, hein, oui. Oui. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find life in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive, we're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away, oh right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside your eyes, so shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Merci Tess. Salut papa. Merci ma chérie. Waouh, c'était totalement improvisé. Donc, Je vous assure qu'il n'était pas au courant. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il faut dire encore quelque chose avant Alone in Berlin pour retrouver l'histoire d'une autre famille? Oui.
Juste une dernière petite chose, peut-être, Ouais. non? Parce qu'on À va toi. revenir tout à l'heure, si vous le voulez. Peut-être que vous serez tous partis à la fin du film, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sera là pour parler avec ceux qui seront restés. En tout cas, merci vraiment à tous d'être venus, en particulier ma maman, qui est dans la salle. Je te dis, je t'aime. Ce film-là, s'il est là, c'est pour toi. Bon film. Écoute, un peu comme d'habitude, je vais commencer par poser quelques questions et ensuite le micro circulera dans la salle. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, à vous de poser des questions et d'avoir des idées, n'hésitez pas à y penser. Et levez la main, 2 micros circuleront dans la salle. Enfin peut-être plus qu'un, puisqu'il y en a un qui visiblement a rendu l'âme. La première question est en fait toute simple, mais je pense qu'elle se justifie par rapport à ce qu'on disait avant, ta carrière, ton histoire. Tu es comédien, tu es photographe. Tout le monde te connaît comme comédien. On sait que tu as fait maintenant 3 films. Et 2 précédents étaient des films quand même contemporains, qui étaient peut-être plus, dans l'apparence, comme ça, un tout petit peu plus immédiat à réaliser, même si le deuxième était déjà un peu plus fantastique. Mais quand même, d'aborder un film avec un sujet aussi grave, une reconstitution historique. On a vu le générique, qui est en effet relativement lent, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a participé à cette aventure. Qu'est-ce qui, au fond, t'a donné l'envie d'arriver là? Je sais pas. J'imagine que j'ai dû hériter de beaucoup de questions en rapport avec mon côté allemand. Ma maman est là dans la salle. Elle est la preuve que je suis issu d'une maman allemande. J'en ai bien de la chance parce qu'elle est une maman merveilleuse. Ça va, maman? Oui. Mais c'est vrai qu'enfant, on se pose des questions en fait sur comment un peuple entier a pu s'engouffrer dans une telle folie. Enfin, on se pose des questions assez basiques sur ce qui s'est passé pendant cette période-là. À la maison, on avait pendant plusieurs mois dans l'année, on avait notre grand-mère, notre Oma, qui était là et qui parlait pas du tout de cette période-là. Enfin, en tout cas, avec nous, c'était une conversation qui était assez limitée. Et ma maman m'a beaucoup parlé, nous a beaucoup parlé de cette période-là, qui est son enfance, sa petite enfance. Et c'est vrai que du coup, j'ai hérité de beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'était que d'être allemand à cette période-là, dans cette période-là? Et quand j'ai lu ce livre de Hans Fallada, c'est comme si tout d'un coup il y avait une sorte d'appel, une sorte de nécessité absolue de raconter cette histoire. Et je n'ai pas su, je ne sais pas pourquoi c'est venu. C'est quelque chose au profond de moi-même qui était plus important que moi et qu'il fallait que je raconte cette histoire-là. Après, j'ai mis quelques années à comprendre pourquoi. J'ai remonté mon arbre généalogique, j'ai fait une émission d'ailleurs à ce sujet qui s'appelle Retour aux sources, où j'ai remonté avec mon frère Charlie qui est là et ma maman aussi. On est parti à la recherche de que sont devenus certains membres de notre famille en Allemagne ou en Espagne. Et on a découvert, chemin faisant, on a découvert que pas un seul membre de notre famille était inscrit au parti nazi et qu'il y a eu des actes de résistance. Mais cette résistance anodine, c'est comme dans ce que raconte le film, comme par exemple du côté de l'Espagne, d'un côté il y avait le nazisme et de l'autre côté il y avait le fascisme, il y avait le franquisme. Et donc mon grand-père espagnol, par exemple, à 25 ans, s'est fait fusiller par les franquistes parce qu'il était républicain. Et donc cette résistance finalement anodine de tous les jours, cette résistance simple, correspond à l'histoire de ce film-là. Mais pour vous dire la vérité, avant tout, ce qui m'a plu, c'était la première chose qui m'a vraiment appelé dans cette histoire-là, en lisant le livre, c'était l'histoire d'amour entre ces 2 personnages. Le film, tu as mis longtemps à le monter. Enfin, à le monter dans le sens à faire en sorte que cette envie de le faire, d'adapter le livre de Fallada jusqu'au fait qu'on le voit aujourd'hui, a été aussi une longue histoire. Et comment l'expliques-tu, en fait, finalement, que ça n'a pas été aussi évident de faire en sorte que ce film arrive à l'écran?
Déjà, quand on va voir des producteurs français, en leur disant j'aimerais raconter une histoire allemande, déjà ils te regardent en disant oui c'est super, c'est un super livre, c'est super, etc. Mais bon courage. Et donc j'ai rencontré Enfin bon, bref, le chemin était long. Tout d'abord pour avoir les droits, les droits du livre, qui était un livre qui était un peu, enfin, qui commence à être un peu poussiéreux pour les Allemands, dont on parlait plus beaucoup. Hans Fallada était un auteur qui est mort en 1946. C'était son dernier livre, qui est sorti après sa mort en 1947. C'est un auteur dont on parlait plus beaucoup. Enfin, si, il fait partie du patrimoine allemand, mais disons que c'était un peu une vieille histoire pour la littérature allemande. Et il se trouve que je me suis intéressé à ce livre et on se demandait pourquoi je voulais m'intéresser à ce livre. Donc on a mis un an et demi à avoir les droits du bouquin qui était coincé entre deux éditeurs, donc c'est difficile d'avoir accès aux ayants droit. Ça nous a mis un an et demi, donc c'est quand même long. Pendant ce temps-là, j'ai travaillé avec Georges Semprin, qui est un grand monsieur de la littérature française, qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup écrit sur cette période-là, notamment lorsqu'il était à Buchenwald, je crois entre 42 et 44, si les souvenirs sont bons. Donc j'ai travaillé avec ce grand monsieur qui est mort, qui nous a quittés au moment où on allait à s'embarquer dans l'écriture du scénario. On avait écrit 2-3 traitements, donc je dirais la même histoire condensée sur 20 pages. Et puis voilà, il nous a quittés, et puis je me suis retrouvé en fait seul devant mon sujet. Et là, j'ai remonté les manches de ma chemise et je me suis mis à l'écrire moi, tout seul. Ce qui m'a permis, pratiquement un an et demi après, à trouver mon producteur, qui est un très grand producteur allemand, qui s'appelle Stephen Arndt, et qui a produit notamment Amour et Ruban Blanc, qui sont 2 palmes d'or, Goodbye Lénine et d'autres. Donc lui, il est rentré dans mon délire et il a cru au projet. Et donc voilà. Mais le chemin était long, mais finalement le plus important, c'est la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui a fait que j'ai pas lâché le morceau en fait. Est-ce que si j'ai pas lâché le morceau, c'est parce que c'est l'histoire de ma maman un petit peu. C'est l'histoire, ça nous rappelle, ça nous replonge dans une période qui fait partie je dirais, de mon ADN, de notre ADN, de ma famille. Un élément important. Pas seulement de la mienne, de la famille de millions de gens d'ailleurs, parce que on peut quand même revenir aussi sur la question de l'anglais, du fait que les deux personnalités, les deux figures de cette histoire d'amour, disons-le clairement, de cette histoire d'amour, sont 2 très grands acteurs anglophones, Emma Thompson et Brendan Gleeson. Le fait de le tourner en anglais a plusieurs raisons. D'un côté, de mon point de vue, il a une résonance évidemment qui va bien au-delà de simplement raconter une histoire allemande en Allemagne, c'est-à-dire qu'il permet de le rendre peut-être plus universel et de nous faire penser peut-être à d'autres endroits où un même type de résistance a pu exister, c'est clair. Mais au fond, qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est un concours de circonstances ou c'est aussi au fond cette idée d'en faire une histoire qui n'est plus totalement et seulement rattachée à l'histoire de Berlin, à l'histoire de l'Allemagne? Oui, c'est un peu compliqué. J'ai été critiqué à ce sujet-là, notamment pendant le Festival de Berlin. Mais c'était un concours de circonstances. Comme je vous l'ai dit, c'était une histoire un peu poussiéreuse. Le Hans Fallada, Jeder stirbt für sich allein, qui est l'auteur, le nom du livre en allemand, c'était un livre voilà, qui faisait partie du passé, de l'histoire allemande. Et j'ai oublié la question en fait. Non, c'est la question en fait finalement pourquoi tu l'as pas, parce qu'au départ apparemment tu voulais quand même le tourner en Allemagne au départ. Oui. Avec des acteurs allemands. Oui. Parce qu'on a essayé de le faire en allemand et c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans cet écueil-là. C'est que tous les partenaires financiers, le montage financier, c'est tout très compliqué de monter un film parce que ça coûte quand même de l'argent, donc c'est des gens qui investissent dedans. Et ils ne comprenaient pas pourquoi, en fait, un metteur en scène étranger, parce que finalement, même si ma maman est allemande, je suis quand même considéré comme un non-allemand. Et donc, c'était assez compliqué pour eux d'accepter le fait que je veuille raconter finalement une partie assez intime de l'histoire allemande. Et donc, on n'a pas réussi, malgré mon producteur aux 2 palmes d'or.
On n'a pas réussi à le faire en allemand et le projet a failli ne pas se faire. Et c'est à ce moment-là, en 2010, que le miracle s'est produit parce que le livre et l'auteur, pour la première fois, a été traduit en anglais. Donc, Jede Stier für sich allein, tout d'un coup est sorti, ça s'appelait Alone in Berlin. Et Alone in Berlin est sorti en Angleterre, aux États-Unis, en 2010, et c'est devenu un phénomène dans le monde du publishing anglo-saxon, et c'est devenu un best-seller. Un livre écrit en 1946 qui sort en 2010, qui devient un best-seller, ça n'existe pas dans le monde de l'édition, c'est très rare. Il y a quelques petits exemples, mais c'est très, 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 très rare. Et donc, du coup, il y a un revival de l'auteur, Hans Fallada, qui est traduit, excellemment traduit, bien mieux que les traductions françaises, et qui connaît une carrière extraordinaire. Et depuis, d'ailleurs, depuis 2010, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, il y a un nouveau livre de Hans Fallada qui est traduit en anglais. Donc c'est devenu un auteur majeur dans les pays anglo-saxons. Et voilà, donc on a, je dirais, surfé sur ce succès tout nouveau d'un auteur disparu en 1946. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on est parti dans cette direction-là. Mais ça permet aussi de changer un tout petit peu la morale de l'histoire. C'est pas une histoire qu'on raconte que pour les Allemands. Parce que justement, le film raconte cette histoire, évidemment, dans une chronologie très précise, à un moment très précis, à partir d'un fait divers réel, auquel tu rends d'ailleurs hommage au tout début du générique, aux personnes qui ont existé. Mais en même temps, quelque part, cette histoire de résistance individuelle, de personnes seules, sans réseau, sans faire partie d'une organisation, de résister contre l'horreur, c'est quelque chose qui finalement nous parle aujourd'hui, nous parle même peut-être de plus en plus. Ouais, comment tu le vois? On peut se poser des questions, effectivement. Oui, moi je pense que la force de ce couple-là, en fait, c'est que à la fin, c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit un film triste, parce que finalement, l'histoire leur a donné raison. Ils avaient raison de ne pas croire au régime nazi et à l'idéologie du nazisme. La preuve, c'est que tout ça s'est arrêté d'une manière certaine à cette époque-là, à ce moment-là. Mais les répercussions dans quelques années plus tard font qu'aujourd'hui on peut effectivement se poser des questions sur la remontée, je dirais, des extrêmes un peu partout dans le monde. On va voir ce qui va se passer en Autriche. Je ne sais pas si c'est comparable, je ne sais pas si l'extrême droite d'aujourd'hui est comparable à l'extrême droite de l'époque, parce que c'était une autre époque aussi, mais disons qu'il y a quand même des inquiétudes à avoir. On peut être inquiet. Moi, je parle des fois avec des personnes qui ont connu cette période-là, de ce moment de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, etc. Et des gens c'est ces mêmes personnes qui me disent aujourd'hui, des vieilles personnes qui me disent aujourd'hui, mais on sent dans l'air, il y a quelque chose de similaire, il y a quelque chose. Donc c'est inquiétant. Et le film fait vraiment écho à cette période-là. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Si, tout à fait. À vous les questions aussi. Ah oui. Alors, quand même. Donc, des micros sont là, levez les mains. Il y a une question. Oui, là-bas. Merci. Parlez bien dans le micro, qu'on vous entende tous. Comme vous le savez, la salle est grande. Tant mieux, d'ailleurs. Évidemment, c'est au milieu. Bonsoir. Mon père était dans la résistance aux Pays-Bas. Vincent Perez, if you decided to shoot this film in English, why not proper English with correct subtitles? Je suis traductrice accessoirement. L'anglais, le mauvais anglais me dérange massivement quand on a affaire à des acteurs aussi brillants. Why not have let them speak their own proper English? Pourquoi avoir imposé ce faux accent allemand qui n'est pas crédible? Und wieso nicht gleich noch eine richtige deutsche Version mit einer deutschen Version nachdrucken? C'est dommage parce que moi je trouve que ça perd de sa valeur avec un anglais qui n'est pas un bon anglais. Et on aurait pu effectivement le tourner en allemand ou alors au moins en faire un doublage dans un allemand correct avec des doubleurs professionnels. Donc je trouve regrettable. Autant je comprends la démarche de dire il faut que le film marche à l'étranger
parce que vous l'avez souligné, le message vaut, la résistance aujourd'hui vaut autant qu'à l'époque. But why not have chosen for proper English the whole way through? Sympa. J'ai une copine dans la salle. Il faut peut-être préciser quand même que le film, dans la plupart des pays, a été, est actuellement, puisqu'il sort partout, est présenté dans des versions doublées en allemand en Allemagne, doublées en français en France, en Italie en Italie. Hein. Ça, c'est par rapport aux 80% des copies qui vont sortir dans ces différents pays. Là, ce que vous venez de voir, c'est la version originale. Hein. Oui, écoutez, effectivement, le film en Allemagne est sorti dans 99% des salles en allemand, vu qu'il y a très peu de versions originales en Allemagne. Maintenant, si vous considérez que Emma Thompson ne connaît pas l'anglais, alors que c'est un auteur anglais, et que c'est quelqu'un qui a bien fait attention à ses dialogues, avec qui j'ai travaillé, et les scénaristes, c'est un très bon scénariste. Emma Thompson a écrit des livres. Elle sait ce que c'est que la littérature anglaise. J'ai dit pourquoi ne pas l'avoir laissé précisément speak a role of Shakespeare in English. En tout cas, c'est pas le sentiment que... C'est ce que Emma Thompson a fait ce qu'elle pensait être juste pour le film. Je n'ai pas à justifier ça parce que franchement, je pensais pas qu'on allait partir là-dessus. Mais... Bon, ça en va. tout cas, ce qui me plaît, c'est que le film vous a énervé, et ça me plaît beaucoup. Anna, C'est mon tour. Oui. Non? Non, mais ça, merci. C'est très bien, c'est bien que les films énervent, parce que finalement, ça veut dire que ça touche une corde sensible. Ça va, voilà. Vous êtes un peu énervé, donc Ça c'est va. très bien. Question suivante, s'il vous plaît. Ok. Ici? Oh, Question suivante, voilà, s'il vous plaît. c'est ici, voilà. Non, ce n'est pas une question, c'est tout simplement une remarque. Enfin, le film, personnellement, ça m'a pas du tout dérangé que ce soit en anglais, surtout que je suis espagnole, voilà. Ça m'a beaucoup touchée. Voilà, personnellement, ça m'a terriblement touchée. Et je trouve que c'est une façon, en fait, de faire le deuil de ce couple qui s'aimait énormément, même s'il ne le montrait pas tout au départ, mais il y avait beaucoup d'amour entre les deux. Et la façon de faire le deuil à lui, c'était de sculpter ses visages, enfin ses têtes en bois. Et sa façon peut-être à elle de faire le deuil, c'est par moments de rester toute seule dans la cuisine en pleurant, voilà. Mais le fait que d'écrire les cartes et de partager ça, c'est vraiment une preuve d'amour énorme et vraiment c'est une façon de faire le deuil pour moi. Voilà. Merci beaucoup, c'était C'est le sujet du merveilleux. film, en fait, en vérité. Merci, madame. Et une autre question ici. Oui, bonsoir. J'ai beaucoup aimé le film et je voulais vous demander, est-ce que vous avez peur que ce type de régime revienne? Est-ce que le film doit nous prévenir du retour de ce type de régime? Souvent dans les débats, on revient vers cette question et on pose la question. Mais moi, en vérité, encore une fois, moi, ce qui m'a beaucoup plu, ce qui m'a beaucoup touché dans cette histoire, c'est l'histoire d'un couple qui se reconstruit après avoir perdu un enfant. Et avant tout, je pense, c'est une histoire d'amour avant d'être une histoire politique. Mais oui, on peut penser, effectivement, aujourd'hui, on est témoin de ce qui se passe dans le monde, entre la montée des extrêmes, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, quand on voit ce qui se passe en France, quand on voit ce qui va peut-être se passer, je ne sais pas, en Autriche, et ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays, on peut être inquiet, absolument. Il y a une question ici devant. Je ne sais pas s'il y en a une autre là. Merci. J'ai trouvé que c'est un film bouleversant aussi par les premières images aussi, parce que la mort comme du jeune garçon, comme elle est filmée, on voit son regard et puis ensuite on débouche tout de suite sur ces arbres qu'on voit depuis en bas. Et puis je pense que c'est un peu tout le sens du film, de cette drame, mais qui au fond s'ouvre vers un autre espace
Et je trouve que tu as traité ce film avec tellement de détails qui sont tous habités, tous tellement sentis dans les petits escaliers, dans les détails de cuisine et d'objets, que on est vraiment pris. C'est un grand, bouleversant film que tu as fait, Vincent. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Autre question? Remarque? Oui, attendez. Le micro. Voilà. Merci beaucoup. De mon côté, j'ai énormément aimé ce film que j'ai trouvé émouvant, parfaitement maîtrisé, retenu. J'ai, à vrai dire, même si le sujet est très différent, eu constamment à l'esprit Eine Stadt sucht einen Mörder de Fritz Lang, M. le Maudit. Et j'aimerais savoir si vous vous sentez redevable à Fritz Lang par rapport à ce que vous avez fait et ce suspense qui existe et qui est évidemment une dimension importante à côté de l'histoire d'amour que vous avez voulu nous donner. Ouais, ça fait plaisir que vous fassiez cette comparaison-là. C'est vrai que ce cinéma-là, de cette époque-là, c'était pas le néo-réalisme, non, c'était L'expressionnisme. l'expressionnisme allemand, merci, je te remercie, a beaucoup influencé le film. Et je faisais d'ailleurs régulièrement, lors de la préparation du film, je faisais des projections tous les jeudis soirs pour mon équipe de films comme celui-là. J'ai pas montré celui-là, mais j'ai montré des films de cette époque-là, comme Allemagne année zéro, par exemple. Et puis j'ai montré des films comme Le Tambour aussi, pour les couleurs, pour l'ambiance. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport à l'architecture qui pourrait peut-être, on pourrait peut-être faire un lien avec M. le Maudit de Fritz Lang. C'est vrai que mes personnages sont enfermés dans une architecture et qui pour moi est l'idéologie nazie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre choix, on est obligé de passer par ce qui a été construit, ce qui a été décidé. Et dans le film, c'était un choix important qui était là dès le départ et qui rejoint un petit peu, je dirais, peut-être certains plans, une imagerie ou une ambiance qu'on pouvait peut-être retrouver dans M. le Maudit. Mais c'est vrai que ce que j'ai voulu retranscrire à travers ce film, ce que j'ai essayé de dépeindre dans l'atmosphère, dans l'air, en fait, c'était cette peur éteinte, en fait, une peur non avouée, la peur d'un régime totalitaire. Qui a semé une terreur même avant 1933. Mais disons que à partir du moment où Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, il y a eu une vraie terreur. Hein. En fait, il y a eu vraiment dans la population l'impossibilité en fait de partir sur un autre choix. Les gens qui ne levaient pas le bras pendant une certaine période étaient tout de suite rejoints par les chemises brunes qui leur donnaient des coups de matraque et qui parfois les tuaient. Les juges de l'époque, c'est pour ça que le juge Fromm qui est dans le film est un personnage important parce qu'il fait partie de ces juges magistrats qui croyaient et qui croient encore en fait même en 40 à la justice des hommes et aux lois, alors qu'ils ont été mis à l'écart et remplacés par de jeunes juges pro-nazis. Donc lui représente une ancienne Allemagne en fait qui a dû se taire. Et donc, voilà, c'est quelque chose que j'ai voulu dépeindre. Et voilà, je pense que dans M. le Maudit, il y a quelque chose comme ça dans l'air aussi. Quelque chose d'étouffant dans l'air, d'oppressant, d'enfermé, cloisonné. Merci. D'autres questions? Ici, une? Oui, une observation et une question. L'observation, d'abord, je veux féliciter Emma Thompson pour l'accent qu'elle a choisi, parce que si elle avait parlé avec son accent shakespearien, elle aurait ridiculisé et le personnage et le film. Donc bravo à Emma Thompson. Deuxième point, ce policier, on n'en parle pas, et il me rappelle tellement AGW27 dans La vie des autres. A-t-il existé? Oui. Oui, il a existé. Le commissaire Echerich a absolument existé. C'est un personnage dont j'ai même la photo. Et c'est un personnage qui, pour moi, est peut-être mon alter ego. Si je me suis identifié dans un personnage, c'est peut-être lui, parce que lui, c'est un gars qui aime son métier. C'est un commissaire de police qui fait son travail, un peu à l'ancienne. C'est un peu la vieille école.
et puis qui ne croit pas du tout à ces gens qui se lèvent le bras et jouent sur deux rôles étranges, d'être nazi. Pour lui, il n'y croit pas. Mais petit à petit, il va subir la pression de ses supérieurs, donc la Gestapo, la Wehrmacht, et petit à petit, il va devoir se taire aussi, lui, le contenir aussi, et petit à petit se plier. Et à force de se plier, à un moment donné, bon, il y a cette scène assez brutale où il est cassé par son supérieur, comme on débourre un cheval. Hein, il est cassé. Hein, et une fois qu'il est cassé, il va devenir comme eux. En fait, il va devenir une des marionnettes, une de ces fait partie de ces milliers de gens qui sont devenus des marionnettes et qui suivent tout simplement les ordres sans essayer de réfléchir. C'est pour ça que cette scène quand il va tuer ce pauvre gars sur le bord du lac, tout simplement parce que son supérieur lui a dit qu'il fallait l'éliminer, parce qu'en fait, il devient comme eux, il est devenu à ce moment-là, il devient un nazi. Mais alors que c'est un personnage bon, alors que c'est un personnage comme nous, alors que c'est un personnage... Je trouve qu'il raconte beaucoup de ce que beaucoup de gens ont vécu, je pense, pendant cette période-là. Merci. Bon. Encore une question? Je crois qu'il y a encore une question là-bas, oui. Merci. Oui, bonsoir, je voulais vous remercier pour ce film qui m'a beaucoup bouleversée parce que moi aussi j'ai des origines allemandes et donc je comprends parfaitement ce qui vous a pu vous pousser à réaliser ce film. Et puis il n'y a aucune question, c'était juste pour vous dire que ça m'a bouleversée également après avoir visionné le film sur Sophie Scholl. Je sais peut-être que ça vous a aussi aidé ce film sur Sophie Scholl, parce que ça raconte quelque part des actes de résistance de personnes qui sommes comme nous tous. Donc, est-ce que ce film, finalement c'est une question au final, est-ce que ce film vous a aussi inspiré? Non, il ne m'a pas inspiré, mais je l'ai regardé, et puis c'est un film que j'ai apprécié, mais il ne m'a pas inspiré plus particulièrement que ça. C'est un film sur la résistance allemande. Moi, mon film, c'est pas vraiment un film, si, c'est une histoire de résistance, mais c'est pas ce qui est le plus important dans mon film. Dans mon film, c'est l'histoire d'un couple qui essaie de rester dans leur vérité, tout simplement, et qui sont dans une totale utopie. Je pense que les jeunes de Sophie Scholl étaient vraiment dans une vraie revendication. Ils ont fait quelque chose d'absolument extraordinaire, et c'est très bien qu'on parle encore d'eux aujourd'hui. Alors que, et tout le monde connaît l'histoire enfin, en tout cas, beaucoup de gens connaissent l'histoire de la Rose Blanche, c'est ça, hein, c'est ça. Voilà, donc, mais simplement que ce qui m'intéressait dans le couple des Coingel, c'est que c'est personne, c'est quelque chose de totalement anodin, et quelque chose qu'elle a apporté tous. Sophie Scholl, ce sont des véritables héros, et qui font vraiment un acte héroïque, et peu de gens peuvent le faire. Alors que ce que font les Coingel, c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tous, et c'est ça qui me plaisait bien. Je pense que c'est important de rester dans sa vérité et de dire ce qu'on pense, comme la dame tout à l'heure, elle avait raison de ne pas être contente avec le choix de la langue, et c'est très bien que vous l'exprimiez, il n'y a aucun souci. Et je trouve ça très bien, c'est important de dire ce qu'on ressent, et de ne pas se taire. Donc, voilà, l'exercice de demain pour tout le monde. Hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ah, il y a encore une question là-bas. Une question? Oui. Oui. Pardon, oui, merci, bonsoir. Ce qui m'a semblé effectivement notable quant au niveau du fait déclencheur, c'est qu'au départ, je dirais, la mort de Hans, tout du moins pour Otto et Anna, est comme un acte déclencheur de quelque chose qui est latent. Parce que ce qui me semble dans la narration, c'est que tout était là, somme toute, et c'est la mort de Hans qui va amener Otto et Anna à dire et à témoigner de leur vérité. Absolument. Et étonnamment, alors que d'habitude c'est le contraire, ça va allumer, je dirais, une étincelle, ça va raviver, je dirais,
l'intérêt de l'un pour l'autre, le fait qu'à un moment donné, Otto décide de faire quelque chose et de pas s'enfermer dans le mutisme et dans l'acceptation, à partir du moment où il accepte, où il décide de faire quelque chose, juste de ne pas de faire un geste, n'importe quoi, d'écrire une carte qui est complètement ridicule, enfin, ça n'a aucun sens, ça ne va pas rien changer. Mais il va le faire parce que c'est plus important pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Donc il fait cette chose-là. Et ça va éveiller son regard à elle. Et c'est ça que je trouve. C'est ça qui est magnifique dans cette histoire-là. C'est des choses très simples à la portée de tous. Et donc ensuite, c'est la reconstruction du couple. Ils recollent les morceaux et petit à petit vont se rapprocher l'un à l'autre. C'était une histoire d'amour, comme je disais au début. C'est une histoire d'amour magnifique. Donc voilà. Voilà. Écoutez, j'aimerais juste... Attendez, juste une seconde. J'aimerais rappeler quand même que le film sort mercredi prochain. Donc dites-le à vos amis si vous avez aimé le film, ce qui semble être le cas de beaucoup d'entre vous, et à vos ennemis si vous l'avez détesté. Ça fera toujours du monde qui viendra voir le film. En plus. Je vous rappelle aussi que la rétrospective consacrée, enfin l'hommage consacré à Vincent Pérez en tant qu'acteur, en tant que cinéaste, en tant qu'homme d'image, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais ce sera pour une autre fois, et de photographe, se déroule toujours à la Cinémathèque suisse. Profitez-en pour aller les voir. Et à titre personnel, et au nom de la Cinémathèque suisse, et au nom de vous tous, je suppose, j'aimerais encore une fois remercier chaleureusement Vincent Pérez de nous avoir rejoints. Merci Vincent. Merci. Excusez-moi, j'aimerais juste poser une petite question qui touche à la musique, parce que vous avez engagé quelqu'un d'extrêmement talentueux pour composer la musique du film. Je tenais vraiment à pouvoir avoir des informations sur comment vous avez travaillé avec lui. Bon, Alexandre Desplat est oscarisé, c'est un immense compositeur qui a fait vraiment des très grands films, des très grands classiques. Il a travaillé sur les images que je lui ai envoyées, sur le montage que je lui ai envoyé. Il a eu cette idée d'une sorte de mélodie un peu ancienne allemande, comme ça. Et puis il a commencé à broder dessus. Et puis donc il m'a envoyé des images avec sa musique. Je rebondissais dessus en lui disant non, je trouve ça trop mièvre ou pas assez, ou ça manquait d'énergie, etc. Bref, c'est un échange, c'est un travail qui dure des mois et des mois et des mois, où je lui disais que je n'aimais pas cet instrument, que j'avais envie de plus de dynamisme, ou à ce moment-là j'avais envie que ça se ralentisse plus. Enfin bref, c'est un travail en commun qu'on a fait. On a enregistré la musique ensuite à Babelsberg, donc lieu mythique à Berlin, et ça a été, on a finalisé la musique à ce moment-là avec un orchestre superbe avec lequel on a travaillé. Alexandre Desplat est vraiment quelqu'un de très agréable et j'ai très envie de continuer avec lui. C'est vrai que la musique du film est un personnage du film, vu qu'il aide à faire passer le temps. Hein. Il nous aide à sauter une année et demie. Donc c'est un bon outil pour faire des ellipses. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Bonsoir. Merci encore d'être venu. Merci beaucoup.